Crise sécuritaire en République démocratique du Congo, un dialogue se profile en interne, mais également des négociations à l'extérieur du pays. Une année seulement après les dernières élections, Félix Tshisekedi et l'Union sacrée ont-ils échoué à ramener la paix ici au pays? On parlera de tous ces sujets, mais également de cette agression rwandaise. Que faire pour mettre fin de manière définitive à cette situation de plus en plus délétère ici au pays? Madame, Messieurs, pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Chris Mukendi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir très chère Élisée, merci pour l'invitation. Alors vous êtes désormais président d'un parti politique, Écolo. Effectivement. Pourquoi vous avez décidé de créer? Vous en aviez marre quand vous marchez sur le pied? Vous vous êtes dit, tiens, il faut que je devienne aussi autorité morale? Non, c'est parce que je pense qu'effectivement, le Congo a besoin d'une nouvelle classe politique. Et nous avons, pendant pratiquement 65 ans, observé la manière dont le pays a été géré par les classes politiques qui se sont succédées. Et nous pensons qu'aujourd'hui, nos aînés n'ont plus de recettes à donner aux Congolais. Toutes les recettes ont été dégustées et nous avons vu comment les choses se sont passées dans le pays et nous pensons effectivement qu'il faut une nouvelle recette, une nouvelle énergie, une nouvelle manière de voir les choses. Donc c'est la raison pour laquelle Écolo a été mise en place avec tous les Congolais qui pensent comme Chris Mukendi, qu'effectivement, après 65 ans, les Congo méritent mieux. Mais sauf que vous n'êtes pas non plus une nouvelle recette. Ça fait longtemps que vous êtes dans la sphère politique ici au pays. Qu'est-ce que nous dit que vous apportez de nouvelles choses? Qu'est-ce que vous comptez apporter que vous n'avez pas apporté là où vous êtes passé pendant tout ce temps? Nous ne l'avons pas été comme des leaders politiques. Nous l'avons aidé comme des lieutenants auprès des généraux. Vous avez subi généraux, nous avons subi leur dictat, nous avons subi leur manière de faire les choses. Nous n'avions pas de mots. Nous avions juste des volontés à accomplir, à accompagner. Mais aussi, c'était des écoles auprès desquelles cette classe politique est allée apprendre. Nous n'avons pas appris que de leurs expériences. Nous avons aussi appris de leurs erreurs. Et nous pensons effectivement, après avoir appris, que l'élève peut devenir aussi le maître. Et vous ne comptez pas reproduire les erreurs que vous avez repérées chez, entre guillemets, les vieux? Vous ne serez pas dans le dictat, vous ne serez pas dans ce népotisme, bref, vous ne serez pas dans tout ça, vous me rassurez? Sinon, on n'aurait pas créé Écolo. Comme le mot le dit, Écolo veut dire, c'est au-delà des clivages tribaux, des clivages ethniques, des clivages régionaux. Écolo, ça veut dire, c'est l'unité des Congolais. Dans Écolo, on ne voit pas une tribu, dans l'école, on ne voit pas une province. Dans Écolo, on ne dit pas « moi je suis Moulouba, moi je suis Mongala, moi je suis Mouswahili ». On dit dans Écolo « moi je suis Congolais ». Donc c'est cet esprit que nous voulons communiquer à travers notre manière, notre leadership que nous voulons imprimer au Congo et une nouvelle manière de faire les choses, beaucoup plus en mettant l'accent sur le patriotisme, non pas sur les intérêts partisans, les intérêts de partis politiques. Le combat pour École aujourd'hui, c'est la sécurité sociale. Nous avons observé que toute la classe politique qui s'est succédée n'a pas mis l'accent sur la sécurité sociale. Ce qui a justifié que lorsque un acteur politique accède au pouvoir, la première des choses qu'il cherche pour lui, c'est sa sécurité sociale. La sécurité sociale pour lui, pour sa famille, pour sa tribu. Et nous avons compris. Sa famille biologique. Sa famille biologique, ça peut aussi être sa famille politique. Et nous avons compris que le problème du Congo, c'est le problème de la sécurité sociale. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette sécurité sociale soit pour tout le monde? Il faut, comme la Constitution le dit, redistribuer équitablement les trésors du pays. Il faut qu'il y ait une justice sociale. Donc, le combat d'école aujourd'hui, c'est un combat qui vise la justice sociale, qui vise le bien-être de tous les Congolais, non pas parce que celui-ci est politicien. Aujourd'hui, nous parlons de la réduction du train de vie parce que même le président de la République a compris qu'il y a une certaine classe des gens qui ont été priorisés
au détriment des autres. Ouais, mais il a pris du temps, en fait, pour se rendre compte de ça. En fait, il a vu en retard tout ce que tout le monde avait déjà vu depuis Nous plusieurs l'avons années. toujours dit. Nous l'avons toujours Oui, dit. Il faut vous n'avez une jamais justice été sociale. écouté, surtout par rapport. Maintenant, qu'est-ce qui nous dit qu'avec Ecolo, vous allez être écouté? Quels sont les mécanismes que vous comptez mettre en place pour qu'on puisse entendre votre voix et que cela puisse être pris en compte dans la sphère politique? Vous savez, on dit on n'invente pas la roue. La roue existe déjà. Nous avons une constitution, nous avons des lois de la République. Vous savez, la plus grande faiblesse de notre République, c'est que les textes existent, mais les textes sont placés dans les tiroirs. Par exemple, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'aller chercher une loi qui favorise les petits Congolais qui fait du commerce, les petits commerces. Pas du tout. Une loi existe qui interdit formellement aux étrangers de pouvoir faire le petit commerce. Mais dans la faisabilité, nous voyons des Chinois, des Pakistanais, des Libanais faire les petits commerces alors qu'il y a une loi qui existe. Donc pour Ecolo, le plus grand défi pour nous, c'est de commencer d'abord à appliquer des textes qui existent. La loi existe. Faudra-t-il simplement appliquer la loi pour que tous les Congolais dans toutes les couches sociales puissent se sentir, en tout cas, être bien dans leur pays, pris en charge par l'État congolais qui a un arsenal juridique assez costaud, mais qui souffre du manque d'application. Vous êtes dans Ecolo, vous êtes en train de dénoncer un certain nombre de choses qui ne marchent pas au pays. D'aucuns peuvent se dire, mais c'est qu'il est forcément dans l'opposition, mais non, il est dans Ecolo, c'est dans l'union sacrée. Ecolo est dans la proposition. Ecolo n'est pas dans l'opposition parce que nous pensons que... Mais vous êtes membre, Ecolo est membre de l'union sacrée? Pas formellement parce que, comme vous le savez, pour être membre de l'union sacrée, il faut avoir signé la charte. Ecolo n'a... En tant que communicateur, et Ecolo, vous avez pris vos distances, le communicateur reste dans l'union sacrée? Non, les communicateurs étaient communicateurs AFDC. Qui étaient dans l'union sacrée? Ben justement, donc Chris Mukindi en tant que communicateur de l'AFDC était de l'union sacrée. Mais Chris Mukindi, en tant que président d'Ecolo, n'a jamais signé la charte d'appartenance à l'union sacrée. Donc, vous avez mais votre Chris liberté. Mukindi accompagne, j'ai ma liberté, j'accompagne le pouvoir, j'accompagne les institutions de la République sans pour autant adhérer à la charte de l'union sacrée. Parce que nous pensons, comme on dit, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Ceux qui ont accompagné Mobutu l'ont conduit à l'échec sont ceux-là même qui composent l'Union sacrée aujourd'hui. Les mêmes qui ont accompagné les présidents Kabila sont dans l'Union sacrée. Comme je l'ai dit, les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous pensons que ce sont les mêmes personnes qui conduiront inéluctablement le président Tshisekedi aussi à un échec. Et à un échec, mais pourquoi vous continuez-vous à le soutenir si vous savez qu'il va déjà échouer? Ou qu'il a déjà échoué, certains. Le problème, j'ai dit, c'est pas le problème de l'individu Tshisekedi. Le problème, c'est le problème de la classe politique. Des modèles que nous avons, les systèmes politiques que nous avons dans le pays. Un système qui ne favorise pas à ce qu'un président, même volontariste, qui assure un leadership qui peut rassurer, mais comme on dit, on ne fait pas du neuf avec du vieux. Donc, le tissu va forcément se rompre. Donc, le président Tshisekedi, lorsqu'il a commencé son mandat, il a posé des jalons. Il continue à travailler dans le sens de pouvoir assurer un meilleur, le mieux-être au peuple congolais. Mais il y a tellement de pesanteurs autour de lui qui ne lui facilitent pas la tâche. Le déboulonnement était donc un échec. Il n'y a jamais eu de déboulonnement, en fait. On peut dire ça. Le déboulonnement tant vanté par certains. Je crois qu'il y a eu malheureusement déboulonnement et reboulonnement. Le problème, c'est que le président Tshisekedi a effectivement déboulonné, mais avec le temps, il a reboulonné parce que les mêmes personnes pour lesquelles il devrait déboulonner les systèmes sont les mêmes personnes qui ramènent les systèmes. Donc, c'est comme ça que je dis, le système a été reboulonné. Donc d'où sa responsabilité dans tout ce qu'on est en train de vivre ici, dans l'échec que vous voyez déjà. J'ai toujours dit, s'il y a quelque chose à reprocher au président Tshisekedi, c'est le fait de n'avoir pas réussi à créer sa classe politique. C'est là le plus grand échec du président Tshisekedi. N'est pas avoir réussi à créer sa propre classe politique, qui comprend sa vision, qui comprend son idéologie. Donc aujourd'hui, le président Tshisekedi tisse avec Mbosso, il tisse avec, ce n'est qu'un exemple que j'ai eu à lancer, que les partisans de Mbosso ne m'en veulent pas. Donc c'est pour dire que
il a les mêmes systèmes qu'il voulait déboulonner, c'est les mêmes systèmes avec qui il a encore fait des nouvelles alliances qui aujourd'hui constituent un vrai pesanteur pour son régime. Mais on parle quand même d'un président qui était à l'époque, qui est toujours, peut-être pas de manière active, à la tête d'un des plus grands partis de notre pays, UDPS. Donc, c'est pas une raison. Il y a quand même UDPS qui était là. Il y a eu des partis alliés. Donc, il avait toutes les cartes en main, ou il a toutes les cartes en main. Non, mais vous savez, nous sommes dans un système politique qui veut que le président de la République travaille avec une majorité qui peut ne pas être sa propre majorité. Vous savez déjà, lorsqu'il a pris les pouvoirs en 2019, il avait une majorité qui ne lui appartenait pas. Il a travaillé pendant pratiquement 2 ans et demi, avec une majorité qui ne lui était pas favorable. Donc, d'où la conséquence de tout ce qu'on a connu. Mais aussi, il a eu l'idée, je dirais, ingénieuse de mettre en place l'Union sacrée pour mettre fin à cette dualité, à cette dépendance de cette majorité à l'ancien président Kabila. Mais malheureusement, comme j'ai dit, ça n'a été que des facettes. Donc, 2023, ça a été une occasion pour le président Tshisekedi de pouvoir mettre l'accent, avoir un regard, en tout cas, sévère vis-à-vis des élections qui se sont déroulées. Malheureusement, là aussi, j'ai senti qu'il n'était pas du tout, il n'a pas du tout voulu avoir ces regards-là. Et c'est ce qui a fait que aujourd'hui, il a cette même classe politique qui était censée entrer dans les couloirs de la retraite et encore active, mais aussi compose avec lui aujourd'hui. Donc, j'ai dit, comme on ne peut pas créer une nouvelle classe politique sans aller à l'Assemblée nationale, sans aller aux assemblées provinciales, il est obligé de travailler avec les mêmes personnes. Mais on se posera toujours la question de savoir, mais pourquoi Ekolo, pourquoi Chris Mukendi continue de soutenir quelqu'un qui, visiblement, au regard de tout ce que vous êtes en train de développer ici comme argument, est en train d'échouer? Parce que j'ai fait une lecture... Vous aimez l'échec, au fait? J'ai fait une lecture. Je crois que le problème du Congo, ce n'est plus un problème des camps politiques. C'est un problème du Congolais lui-même. On peut beau être à l'opposition aujourd'hui et demain être au pouvoir, c'est le même système qui sera reproduit. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de pouvoir accompagner ceux qui sont au pouvoir pour leur faire comprendre que le problème du Congo, ce n'est pas les problèmes du camp politique. Les problèmes du Congo, c'est les problèmes de l'homme politique. Mis dans les mêmes conditions, dans les mêmes contextes que Tshisekedi aujourd'hui, tous ceux qui sont à l'opposition, je ne vois personne qui aurait réussi. On n'en saura jamais, on ne va pas faire la politique fiction, on n'en saura jamais. Parce que nous connaissons ces acteurs. Aujourd'hui, nous non, avons... mais vous ne le connaissez pas Madame en tant que Élysée, gestionnaire. Il y en a dans l'opposition qui n'ont jamais géré Madame Élysée, à ce niveau. Vous savez, nous avons l'avantage aujourd'hui d'avoir une opposition qui est constituée de ceux qui ont géré les pays hier. Pas tous. 80% de ceux qui sont à l'opposition aujourd'hui. Les 20%. 80%, j'ai dit 80%, de ceux qui sont à l'opposition aujourd'hui ont été au pouvoir. Et nous avons vu leur manière de gérer. Donc, ceux qui sont aussi au pouvoir aujourd'hui ont été à l'opposition. Nous avons vu leur manière de gérer. Voilà pourquoi j'ai dit que le problème, n'est pas l'opposition. Le problème, ce n'est pas la majorité. Le problème, c'est l'homme congolais. Le problème, c'est l'homme congolais. On avait tout à l'heure déjà commencé à parler de l'Union sacrée. Vous avez dit, vous accompagnez le chef de l'État, mais votre parti n'est pas dans l'Union sacrée. N'empêche, on peut essayer d'analyser quand même le silence des certains caciques de l'Union sacrée par rapport à la situation sécuritaire au pays. Parce que comme je l'ai dit, et je commence à le dire actuellement, il ne faut plus qu'on parle de la situation dans l'Est du pays. Non, c'est la situation sécuritaire en RDC. Il ne faut pas qu'on puisse ostraciser, faire comme si l'Est était très loin. Non, c'est une situation délétère, sécuritaire qui est délétère et qui impacte tout le pays. Alors, comment expliquer ce silence quand même des caciques? On le voit frileux. Personne ne veut dire un mot. C'est l'attente. On est en train de guetter. Vous qui étiez communicateur au sein de l'Union sacrée, comment vous analysez cette attitude-là? Vous savez, les politiciens congolais sont souvent guidés par les intérêts politiques. Je ne dis pas tous, mais pour la plupart, ce sont les intérêts qui les ont conduits à être dans l'Union sacrée. Ce n'est pas parce qu'ils aiment toujours les Congos. Je ne remets pas en cause leur patriotisme, je ne remets pas en cause leur amour pour le Congo, mais je dis pour la plupart qui sont venus à l'Union sacrée, ils sont venus avec un seul objectif. L'objectif,
c'est de partager le pouvoir. Et au sein de cette union sacrée, dans ces partages de pouvoir, certains ont été lésés. Ils ont été injustement servis et ils ont été frustrés. Il faut le dire aujourd'hui qu'au sein de l'union sacrée, on note, on observe de la frustration de certains membres. Mais puisque la situation qui nous arrive aujourd'hui est une situation inédite, qui voudrait que les Congolais, au-delà de leurs intérêts égoïstes, puissent parler le même langage, certains ont du mal à réagir parce que, affectés par cette lourdeur de la frustration, aujourd'hui, ce sont les journalistes qui les poussent à parler. Aujourd'hui, c'est la population qui leur met les paroles dans la bouche. Il y a certains qui ont parlé, mais qui n'avaient pas envie de parler parce que la pression, elle est forte, la pression, elle est grande. Les gens commencent à se libérer. Mais en réalité, comme j'ai dit, dans les chefs de chaque politicien, il y a toujours des calculs politiques. Ils observent comment va évoluer la situation. Ils sont dans les calculs, hein, ce qui fait que certains émettent des réserves pour se prononcer. Donc ils ne font pas confiance au président de la République. Ils sont en train de se dire, peut-être qu'il va... Vous savez, certains se disent, est-ce que cette affaire qui commence ne risque pas de se terminer comme en 1997? Voilà, quoi. Il y a certains qui réfléchissent comme ça. Pourquoi combattre ces gens qui arrivent aujourd'hui? Peut-être que demain, on va composer avec eux. Voilà, ce sont ces calculs-là qui habitent certains acteurs politiques qui ont du mal à se prononcer parce qu'ils diront « Ah, on s'était prononcé contre ce qui arrive et maintenant qu'ils sont arrivés, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on devient ?» Donc, ce sont des calculs politiques. Je ne dis pas que tous sont en train de penser comme ça, mais certains, en tout cas, je pense, connaissant l'homme politique congolais, connaissant les acteurs congolais et leurs habitudes, je pense que certains sont en train de réfléchir ainsi. Mais je crois qu'au-delà de tout cela, l'heure est venue de prouver leur patriotisme. Les mêmes qui sont à la recherche des quotas parce qu'ils ont amené 50 députés nationaux devraient aussi, en ce moment, dire que nous avons voulu avoir 50 députés nationaux à l'Assemblée nationale. Il faut aussi que nous puissions solliciter notre quota au niveau de l'armée. Et ce qui n'arrive pas malheureusement. Donc, moi, ça ne fonctionne pas comme ça, vous savez comment ça fonctionne. L'armée n'a rien à voir avec les institutions. Mais l'armée, c'est juste fait pour... L'armée est apolitique, hein. C'est ça, les gens ils confondent. L'armée est apolitique. Arrêtez de mêler l'armée dans ces histoires. L'armée est faite pour les citoyens. Bah oui. Les citoyens. Appeler les citoyens à s'enrôler, pas membres des partis. Dans les partis politiques, il y a des citoyens. J'ai vu un député provincial dans les Kivu là-bas qui a renoncé à son mandat, qui a pris les armes pour aller combattre. Il paraîtrait que c'est un ancien militaire. Je salue sa bravoure. Mais nos partis politiques, lorsqu'on nous parle du civisme, de la citoyenneté, du patriotisme, mais l'heure est venue pour que nous puissions faire preuve, effectivement, que nous sommes des vrais patriotes. Mais pour être vrai patriote, il ne faut pas seulement s'engager au niveau des FRDC. Le patriotisme se définit également ailleurs. Madame, nous sommes en temps de guerre. La guerre... On ne peut pas tous être... On ne va pas tous nous enrôler ou nous faire enrôler. Vrai. Le problème, ce n'est pas que tout le monde s'enrôle. Le problème, c'est le message qui doit être lancé. On doit lancer des messages. Tout le monde n'ira pas à l'armée, c'est clair. Parce que même à l'armée, il y a des critères. Il y a un âge qui ne permet pas à certains de pouvoir adhérer à l'armée. Mais il faut s'engager. S'engager dans les discours. S'engager dans l'appel à la jeunesse. Jean-Pierre Bemba est en train de faire un travail formidable. Est-ce que Bemba peut encore faire l'armée à son âge? Pas du tout, je ne pense pas. Mais il s'est engagé en tant que Congolais parce que la patrie est en danger. Pourquoi les autres ne font-ils pas le même exercice? C'est là la question. Vous avez posé la question pourquoi vous observez les silences. Voilà, c'est ces silences-là que nous décrions tous. Nous voulons que tous, non pas seulement ceux qui sont à l'union sacrée, même ceux qui sont à l'opposition. Ben oui, c'est ce que je voulais dire. Même ceux qui sont à l'opposition. Ils sont taiseux aussi, quand même. Ceux qui pensent qu'après Tshisekedi, ils prendront, ils vont assurer, peut-être par l'alternance, ils vont être au pouvoir, mais devraient s'assurer aussi qu'ils prendront un pays dont la superficie n'a pas été coupée. Il faudrait qu'ils s'assurent qu'en prenant le pays après Tshisekedi, que ça ne sera pas avec une population amoindrie de 5 millions d'habitants. Donc, je crois que le temps est venu pour que, ensemble, nous puissions parler le même langage, le langage de la cohésion nationale,
le langage, un même langage contre l'agresseur. Certains ne devraient pas, en tout cas, se cacher comme en 1997, en observant l'ennemi en train d'avancer vers Kinshasa. Certains ne devaient pas se cacher, il faut parler un même langage, d'où ce dialogue en interne qui se profile. C'est de plus en plus sûr qu'on aura un dialogue ici en interne, chose que vous ne vouliez pas avant. Je me rappelle de certaines de vos interventions. Pour vous, non, il fallait laisser Tshisekedi faire ses mandats, partir. Actuellement, là, vous pensez qu'il y a nécessité d'un dialogue? Nécessité au vu de la demande des acteurs. Personnellement, je me dis, est-ce que de vraies réponses proviendraient du dialogue? J'ai toujours cru, dans ma réflexion, j'ai dit toujours, si les dialogues qui met en place les Congolais arrivent à éteindre la flamme, la guerre, ça veut dire que les tireurs des ficelles se trouvent dans ces dialogues. Si en se mettant ensemble, Fayulu, Katumbi, Kabila, Tshisekedi, Sesanga, 5 ou 7 acteurs, ils se mettent ensemble, et que des résolutions de cette rencontre arrivent à faire taire les bruits des armes, arrivent à mettre fin à la guerre, je me dis que parmi les 7, parmi les 8, il y a quelqu'un qui tirait les ficelles. Voilà. Est-ce que nous voulons? Devrions-nous considérer cela comme de la trahison ou au nom de la cohésion nationale, même ceux qui trahissent les pays, ceux qui font aujourd'hui que nous puissions avoir 3000 morts à Goma, puisqu'ils demandent les dialogues, devrions-nous s'asseoir avec eux, mais aussi leur donner la possibilité de pouvoir gérer à nouveau les pays? C'est là la question qu'il faut qu'on se pose. 3000 morts, on parle des agresseurs, de l'agresseur qui est le Rwanda. Est-ce que le dialogue n'est pas une bonne chose pour qu'enfin, qu'on puisse parler d'une seule et même voix contre cet agresseur-là qui, pour certains, utilise quand même les divisions internes pour essayer d'agir ainsi? La question que je me pose, c'est que, est-ce que, en mettant ensemble tous ces Congolais qui sont utilisés par l'agresseur, le Rwandais, il faut les nommer. C'est pas les Congolais qui sont utilisés par les agresseurs, sont pas qui est utilisé au milieu de tout ce monde que vous avez cité, qui est utilisé. Nanga n'est pas, on parlera, Nanga. Ouais, okay. Nanga On parlera quand même de cette partie armée. Voilà, moi, nous parlons de ces Congolais qui sont utilisés par. Il y a forcément dans les personnes que nous citons, il y a ceux qui ne s'affichent pas sur les plans militaires, mais qui sont des mèches avec ceux qui agissent. Il faut parler de Kabila, comme le président avait dit qu'il était derrière l'AFC. Vous savez, le président, c'est l'homme le plus informé du Congo. Moi, je ne peux pas le contredire. Lorsque le président Tshisekedi prend la parole pour dire « Monsieur Mukendi est de mèche avec le M23 », ça veut dire qu'il a certainement des informations des services qui font état de mon implication dans ce qui se passe. Donc, je ne peux pas réfuter les propos du président de la République. Mais bon, il a ses sources, je ne peux pas les contredire. Donc, c'est ce que moi j'ai dit, c'est que ces dialogues-là, si nous arrivons à mettre ensemble tous les Congolais, puisque nous sommes à la recherche de la cohésion nationale, et si à la fin de ces dialogues, nous arrivons à faire taire les armes, sans pour autant concéder à une partie de notre territoire, ça veut dire que les tireurs des ficelles se trouvent dans les dialogues que nous avons organisés entre Congolais. Voilà. Dialogue entre Congolais, en fait, c'est la perception que certains n'avaient pas. Donc, si on arrive à déboucher à quelque chose, si on arrive à déboucher à une paix durable dans la partie, ou dans l'ensemble de la République démocratique du Congo, donc forcément, le diable était pas. Voilà. Et il faudrait peut-être arriver déjà à déceler c'est qui le diable parmi peut-être ces différentes classiques, ces différentes personnalités. Mais on attend, on n'est qu'au début et on voit la Synco qui est en mouvement, les CC. Pour vous, qu'est-ce qu'on fait? On exclut certains, par exemple, Kabila qui a été cité par le chef de l'État. Il doit être considéré comme la branche armée et qui va être concerné par des consultations que forcément les CC et la Synco comptent avoir avec l'aile armée, si on peut les appeler comme ça, des Congolais, où Kabila doit être intégré dans l'aile non-violente, cette opposition non-violente ici en interne. Je crois que tout dépend des termes de référence que
voudrait les prêtres pour ces dialogues. C'est quoi les termes de référence? Est-ce que nous allons au dialogue format Sun City ou nous allons au dialogue format congolais qui n'ont pas pris les armes? Est-ce que les dialogues que nous allons avoir vont intégrer Corneille Nangaa ou ces dialogues n'intègrent pas Corneille Nangaa? En tout cas, ils ont promis de consulter également l'aile qui a pris les armes. Voilà pourquoi j'ai dit ça dépend des termes de référence de ces dialogues. Mais dans un cas, dans un cas comme dans un autre. En ce moment, est-ce qu'on peut encore croire qu'une justice existe dans ces pays et qu'on peut, de manière délibérée, prendre des armes comme ça, commencer à tuer les Congolais et demain, il y a un dialogue, on vient, on négocie, on vous donne une portion de pouvoir et puis voilà, l'affaire est clôturée. Les 3000 morts congolais sont partis comme ça et puis c'est fini pour vous. On vous donne des gardes du corps, vous promenez dans la ville de Kinshasa ici, avec une sécurité maximum. Mais qu'est-ce que nous voulons pour ces pays finalement? C'est la question que moi je me pose. Et cette manière de faire va pérenniser les conflits dans les pays. Nous allons continuer à créer des frustrés dans les pays. C'est lui qui a perdu son frère, qui a perdu son fils, qui voit Nangaa aujourd'hui être protégé, s'asseoir dans une institution, dans un bureau climatisé, ben vous créez d'autres révoltes. Voilà, j'ai dit, il faut régler les problèmes, définitivement. Mais comment? En quoi faisant? Comment on fait? Ben, j'ai dit... Vous ne voulez pas de dialogue et on fait comment? Ces dialogues-là, c'est pas moi qui définis les termes du dialogue en tout cas. Moi, je suis en train de faire des analyses. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on veut? Mais votre proposition, comment on arrive à mettre fin à la guerre? Moi, j'avais fait une proposition. J'ai dit, nous sommes pendant la guerre. Vous savez, impérativement, le président Tshisekedi va rencontrer le président Kagame autour d'une table. Ils vont négocier. Mais Tshisekedi ne devra pas négocier en position de faiblesse. Parce que le Rwanda aujourd'hui détient une partie de notre territoire. Il y a Bunagana qui est occupé. Il y a une partie du territoire de Massissi. On parle de Rutshuru. Il y a une partie de Goma. Ça veut dire qu'en venant sur la table des négociations, Kagame a une monnaie d'échange. Mais vous, vous n'en avez pas. Donc, c'est pas le bon timing parce que l'on entre déjà sur des négociations à l'extérieur du pays. Donc, c'est pas un bon timing pour essayer de négocier avec Kagame. Le timing, il est bon. Mais il faut poser une action qui fait fléchir Monsieur Kagame lors des négociations. Laquelle, par exemple? Ben, par exemple, lancer de missiles en direction de Kigali, en direction des Rubavu, en direction vous savez que la RDC est respectueuse quand même des lois internationales. Nous sommes en guerre. Il ne peut pas agir comme il n'y a pas que la RDC. Paul Kagame en barbare non plus. Non mais vous savez, parfois les États se comportent en État voyou. Là, nous sommes agressés. Ça sera pour nous que légitime défense. Madame, il y a un meurtrier qui entre dans votre maison, il tue vos enfants, et vous ne voulez pas l'attaquer. Vous dites non, si je l'attaque, il y a le ministre de la Justice, Constant Mutamba, qui va m'interpeller. Non. La légitime défense existe. Moi, j'ai dit, il faudra que lorsque le président Tshisekedi ira sur la table des négociations avec Kagame, que Kagame vienne avec 10 000 morts à sa suite, des Rwandais qui ont été frappés par les Congo. Vous savez, nous, on était enfants. Je vais emprunter l'exemple ici en Lingala. Bozo Bundana Moninga Kagyo Catch. Tu ne sais pas. Lorsque les gens viennent, pardon, mais tu vas demander pardon. Pardon parce que tu n'as pas un moyen de contrainte contre lui. C'est effectivement ce qui se passe. Nous irons sur la table des négociations. Kagame nous a étranglés à la gorge. Avant que nous puissions parler, il faut qu'on lui demande « Relâche-moi parce que je n'ai pas la voix, il faut que je parle. » Voilà. Et lui n'a pas de contrainte. Il faut contraindre M. Kagame à venir à la table des négociations aussi affaibli par des morts que vous, Congolais, vous avez causé à Kigali, à Gisenyi ou à Rubavu. Aussi longtemps que vous n'aurez pas la monnaie d'échange contre M. Kagame, il viendra en position de force et il va vous imposer ses choix. Il va vous imposer ses principes. Tout le monde lingala. Donc, au début que au cause on a raison et puis après en voulant te venger, comme on a tort. Hein?
Non, légitime défense, c'est la vengeance. Mais Il faut faire la différence. Il faut faire la... Vous savez, on a raison, Non, on a raison sur tout le plan diplomatique, humanitaire, on a raison. Mais si tu risques de perdre raison, la bisoka parce on n'aura jamais perdu. Vous savez, on n'aura jamais perdu la raison parce que notre voix a été entendue dans toutes les organisations internationales. Nous avons parlé à l'Union africaine, nous avons parlé à la SADC, à l'EAC, nous avons parlé à l'Union européenne. J'ai vu Madame la ministre des Affaires étrangères être reçue aujourd'hui par son homologue, ministre des Affaires étrangères de la Belgique aujourd'hui. Donc nous avons été dans tous les salons diplomatiques pour attirer l'attention de la communauté internationale sur ce qui se passe. Dès lors que cette communauté internationale est restée indifférente vis-à-vis de nous, il nous revient à nous, en tant que Congolais qui voudraient assurer notre destin, notre existence en tant qu'État, de pouvoir nous défendre. Je crois que prendre l'initiative, et Chris Mukini n'est pas le premier à dire que le Congo doit faire la guerre au Rwanda. Mouzito a ben voilà, il y a combien d'années que Mouzito a dit que le Congo devait faire la guerre au Rwanda? Il y a combien d'années? Mais si il y a plus de 3 ans. Vous pensez que c'est si facile que cela? Pourquoi on ne l'a jamais fait depuis, à votre avis? Ben justement parce que nous avions, depuis tout ce temps, une armée, la plus grande armée infiltrée du monde se trouve au Congo. Une armée où vous avez des Rwandais, vous avez des Ougandais, vous avez des Burundais. Donc, une armée pareille, malheureusement, nous n'avons pas mis du sérieux dans la reconstruction de notre armée pendant tout ce temps. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons été rattrapés. Du fait que nous avons passé beaucoup plus du temps à polémiquer sur la politique de gouvernance, je sais pas, économique, sociale, tout ça, mais nous n'avons pas mis l'accent sur la reconstruction de notre armée. À peine avec le président Tshisekedi, l'armée a été dotée d'une loi sur la programmation militaire. Aujourd'hui, l'armée a pratiquement 10% du budget. Donc, je crois que l'accent devrait beaucoup être mis à ce niveau-là, parce que la préservation de notre intégrité territoriale et de notre souveraineté dépend forcément de la qualité de l'armée que nous avons. Donc, pour Chris Mukendi, allez, parce que là, on parle de quelque chose qui va se faire dans quelques jours. Le temps ne joue pas en notre faveur, quand même, Chris Mukendi, parce que là, on parle de Dar es Salaam, c'est dans quelques jours jusqu'à samedi. Est-ce à dire qu'on aura vraiment le temps de faire ce que vous suggérez là? Je ne pense pas. Quoi. Madame, Dar es Salaam, c'est une voie diplomatique. J'ai eu la chance de tomber aujourd'hui sur un livre. Il y a un ami qui m'a envoyé l'extrait d'un livre. Il m'a demandé, Chris, achète ces livres-là. Il m'a envoyé la couverture et une partie qu'il aille à lire. Le livre s'intitule « Les 33 lois de la guerre », écrit par Robert Greene. Stratégie, les 33 lois de la guerre. Écoute ce qu'une des lois dit. Ne comptez que sur vous-même. Il développe maintenant. Il dit, rien de pire que de se sentir dépendant des autres. Cela rend vulnérable à toutes sortes d'émotions. La trahison, la déception, la frustration. C'est un désastre pour l'équilibre mental. Il dit encore ceci. Il est indispensable de compter sur soi-même. Pour ne plus dépendre des autres et des soi-disant experts, il faut bien sûr améliorer ses propres capacités et faire confiance à son propre jugement. On a trop tendance à surestimer les capacités des autres et à sous-estimer les siennes. Voilà ce qui se passe au Congo. Nous surestimons les capacités des autres et nous sous-estimons notre propre capacité. Madame, la superficie de la RDC, 2 345 410 km². Superficie du Rwanda, 26 332 km². La superficie du Rwanda, à Kinshasa, ça fait pratiquement Kinshasa fois 2,5. La population du Rwanda, 14 millions, madame. La population de Kinshasa seulement, 17 millions. Le Rwanda entre en République démocratique du Congo 89 fois, madame Élysée. Le Rwanda a une armée de 35 000 militaires. Le Congo a une armée de 166 000 hommes. Le Congo a 31 000 réservistes. Le Congo a 15 000 paramilitaires. Madame Élysée, déjà prenons sur le plan numérique, même si le Rwanda était soutenu par la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis,
Ce qui n'est pas le cas, ils ont toujours dénoncé. Est-ce que cette démographie que Dieu nous a donnée ne constitue pas une arme puissante pour écraser le Rwanda demain? Et il y a une différence entre la grandeur, l'épaisseur et la puissance. Vous pouvez être grand, masse, taille, mais vous n'êtes pas puissant. La plus grande armée, aussi, madame. Bah oui, la plus on grande voit armée. par exemple avec Israël qui arrive à faire la guerre à tous les pays qui l'entourent, hein, et pourtant c'est le plus petit pays, voilà. Vous savez, le régime en place Est-ce que justement nous-mêmes, on sait pas, on a dormi sur nos lauriers en disant oui, on a un pays potentiellement riche, on a un pays grand, personne ne peut nous attaquer, alors que c'est aussi à nous de nous remettre en question par rapport à ça. Notre grandeur ne veut pas dire qu'on est puissant. Non, notre faiblesse réside dans notre division. Notre faiblesse, c'est l'absence de cohésion nationale. Ou l'absence aussi d'un leadership. Le leadership, je crois qu'il est là. Seulement, nous avons... Sinon, on ne serait pas là. Nous avons... Si le leadership y était, pourquoi on se retrouve dans cette situation? Non, mais je parlais tout à l'heure là de la qualité de l'homme congolais. L'homme congolais. Vous savez, il y a des gens qui se réjouissent de ce qui arrive aujourd'hui. Ils disent, OK, Tshisekedi est en train d'échouer. Ils se réjouissent. Il y a ceux qui disent, ah, tu veux ça qui bilonini. Tshisekedi a réussir, Tshisekedi a zoiter. Voilà. Voilà l'esprit antipatriotique. Ben, ils vont vous rappeler ce que Tshisekedi lui-même disait aussi à une époque, mais on ne va pas polémiquer sur ça. Malheureusement, cet esprit habite la plupart de nos politiciens qui, au-delà de tous les morts que nous avons aujourd'hui, que nous enregistrons, au-delà de la faiblesse de notre État, au-delà de l'infiltration, ils voient un leadership qui est en train de défaillir. Moi, je crois que notre avec plus grande raison faiblesse, quand même. Le poisson commence par pourrir par la tête. On a toujours dit ça. Vous savez, un État, c'est une continuité, c'est une succession de toutes les décisions que vous avez eu à prendre dans le passé. Le Congo, aujourd'hui, est victime des décisions qui ne sont pas prises aujourd'hui. Le Congo est victime des décisions que la classe politique a eu à prendre par le passé. Dans le passé. Ces différents leaderships ont failli. À travers des dialogues comme celui de Sun City. On va encore avoir un autre dialogue qui sera Sun City bis, ce dialogue prendra pratiquement les mêmes résolutions qui ont été prises à Sun City et ça sera un éternel recommencement. Je crois que notre plus grand défi aujourd'hui en tant que peuple, c'est d'être un véritable peuple. Le Congo aujourd'hui, nous sommes constitués de la population, mais nous ne sommes pas encore un peuple. Vous savez qu'il y a une grande différence entre une population et un peuple. Nous sommes une population, nous ne sommes pas un peuple. Donc le travail que le politique doit faire aujourd'hui, c'est de faire de cette population un peuple. Et je crois, c'est en tout cas mon idée de ce dialogue qui arrive avec la SENCO, nos pères des confessions religieuses, ils doivent amener les Congolais aujourd'hui à quitter les stades de la population pour devenir effectivement un peuple. On va très bientôt terminer cette émission avec le président de Parti Écolo, Chris Mukendi, qui anciennement était communicateur de l'Union Sacrée. Il n'est plus dans l'Union Sacrée, mais il accompagne désormais le chef de l'État. Chris Mukendi, on a parlé de ces négociations, de ce dialogue, vous avez donné votre point de vue. Maintenant, là, on va parler rapidement de la manière dont on commençait déjà à parler de ça, surtout avec les dernières décisions du CESAC ou avec le ministère de la Communication, des médias. Comment on arrive à faire entendre, on peut voir ça et là, mais quand il y a des restrictions en interne comme ça, est-ce que la RDC n'est pas en train de devenir le Rwanda ? Elle était peut-être envieuse du Rwanda parce qu'avec ces différentes restrictions que l'on voit du CESAC, de l'Internet, on se dit, mais bon, peut-être que les autorités ont envié ce qui s'est passé au Rwanda. Le Rwanda le fait sans pour autant être en guerre. Le Rwanda a des restrictions alors que le pays n'est pas en guerre. C'est là qu'on parle de la dictature. Mais ici au Congo, le pays est en guerre. Dans un premier abord, moi-même, je n'avais pas apprécié cette décision du ministère de la Communication, du CESAC, tout ça. Mais je dis, en temps de guerre, il y a une communication des guerres. Et on note aussi, il y a un certain libertinage dans la presse qui parfois, pour la plupart de vos collègues, font le relais du discours des agresseurs, malheureusement. Ils donnent juste des points de vue, voilà. Je ne suis pas journaliste, je ne sais pas apprécier comme vous l'appréciez. Hein. Vous pouvez peut-être croire que c'est une sorte de restriction. Peut-être ils sont dans ces cas de figure, parce que c'est ce qui est conseillé. Quand tu entends un son de cloche là, tu attends cela. Je ne vois pas, moi, être sous-traité par un agresseur du Congo, personnellement.
même si c'est de la communication. Voilà. Donc, lorsque un digne fils du pays, il ne faut pas parler de digne fils, un fils du pays, arrive à se faire sous-traiter par les agresseurs de son pays, on se pose la question sur sa loyauté dans son pays. Voilà, donc c'est une loyauté. Qu'est-ce que vous entendez par sous-traiter? Sous-traiter? Le fait de donner une information, c'est de la sous-traitance. Cette information n'est pas non seulement gratuite, mais cette information peut aussi être un fake news. Voilà. Il ne suffit pas. Très souvent, on paye la communication, on prend de l'argent, on donne, communiquer, faites passer ces papiers. Sans pour autant vérifier, sans pour autant enquêter, les journalistes arrivent à publier un article sans pour autant enquêter sur ce qui se passe effectivement. Mais ça démobilise les peuples, ces genres d'informations. D'où, je pense, la nécessité pour les autorités à pouvoir prendre cette décision-là. Et je crois que c'est un temps, nous sommes en temps de guerre, et en temps de guerre, il y a une communication des guerres. En temps de guerre, il faut protéger la population avec cette communication qui peut parfois créer la panique, non seulement la panique, qui peut aussi déstructurer notre système économique. Donc, il faut faire très attention. Est-ce qu'on n'infantilise pas quand même le Congolais? Est-ce que vous pensez que le Congolais n'est pas conscient des enjeux quand vous essayez de réduire? Donc, vous êtes en train de vous dire, OK, nous, comme gouvernement, nous, comme telle institution, on est beaucoup plus avertis que la population. Conscient des enjeux. J'ai vu un major à Valensime parce qu'il était en communication avec le Rwandais. Mais c'est un Congolais. Voilà l'enjeu. La trahison. L'infiltration. C'est ça l'enjeu. Comment gérer le contexte où même le monde journalistique est infiltré? Comment les gérer pour préserver, protéger la population? Tout en sachant que l'information aujourd'hui n'est pas le monopole de seul journaliste. Tout le monde donne l'info quand il veut, où il veut, à partir d'où il veut. C'est aussi ça. Les journalistes de terrain peut-être. Mais ceux qui écrivent, à qui on donne simplement l'information pour les relayer, c'est très dangereux parfois. C'est très dangereux parfois. Est-ce que vous pensez qu'actuellement, vous avez parlé de frustration tout au début de cette émission, peut-être dans le chef de l'Union sacrée, mais il y a eu certains mots, certains termes utilisés par le président de la République et qui ont frustré certains. Vous pensez que pour essayer de recréer la cohésion nationale, le président doit faire un mea culpa, dire ouais, j'ai eu à traiter certains des Nyangalakata, de Bandoki. Est-ce que vous pensez que des mea culpa comme ça peuvent être faits pour recréer la cohésion nationale? Je crois que ça pourrait être une exigence de ceux qui poseraient ça comme condition avant d'intégrer les dialogues. Moi, je ne peux pas parler à leur place. Hein. Mais vous, en tant qu'individu, vous pensez que on peine à créer une cohésion nationale parce que certains également se sont frustrés de certaines paroles qui ont été dites. Voilà. Je crois que la politique, c'est le monde de la frustration. Hein, des paroles qui ont été dites dans quel contexte? Vous savez, il y a certains mots qui sont lâchés parfois en contexte de campagne électorale, où les débats, par exemple, c'est un débat purement identitaire. Lorsque vous doutez de la nationalité de l'un de l'autre, vous pouvez dire que celui-là, ce n'est pas un Congolais, il arrive. C'est des bonnes guerres parfois. Ça nous ramène dans les situations dans lesquelles on est aujourd'hui. Non, je dis parfois, dans ces contextes-là, de campagne électorale, c'est une bataille. Une campagne électorale, c'est une bataille où les gens sont sans merci. Il y a des gens qui ont dit pendant la campagne électorale qu'ils n'avaient pas de diplôme. Voilà. Sont-ils en prison pour autant? Pas du tout. Pendant la campagne électorale, il y a un message des discriminations parfois. Hein, qu'il ne faut pas accepter d'ailleurs, parce que ça a des conséquences à long terme qui risquent d'être réparables. J'ai dit, il revient maintenant aux institutions de prouver que ce qui a été tenu par les uns et les autres n'était que des armes de bataille. Des armes non conventionnelles. Voilà. Il arrive des armes non conventionnelles. Mais il revient aux institutions légales de pouvoir déterminer la vraie information. Par exemple, lorsqu'on disait que Katoum n'était pas congolais, tout ça, la Cour constitutionnelle, elle, a dit que Katoum était congolais et sa candidature a été validée. Voilà. Donc ça veut dire que pendant la campagne, c'était un discours pour conquérir ceux qui étaient beaucoup plus animés du fibre patriotique, pour leur dire, celui-là c'est un étranger, il faut faire attention, il ne faut pas les voter. C'est des bonnes guerres en politique, madame. Donc, on ne joue pas avec les questions d'ordre identitaire. Je crois que les questions, dans un pays comme le nôtre, avec 450 tribus, avec une politique, avec une géostratégie. On a dit que sa maman était une Angolaise. Voilà, donc voilà, c'est ça le Congo. Voilà. C'est ça le Congo. On a dit que Fayulu était un Sénégalais.
Mais voilà, c'est ça la réalité du Congo. Chris Moukeni, le jour où il commence à exercer des fonctions, on dira que je suis... Il y a quelqu'un qui dit, parfois, Chris Moukeni, c'est un Belge. Il y a quelqu'un qui me dit, toi, tu es un Belge. Voilà. Donc, au moment où vous n'exercez encore aucune influence dans le pays, vous êtes Congolais, hein? Vous êtes Congolais. Mais viendra un jour où des responsabilités vous seront confiées, il y a quelqu'un qui sortira de quelque part pour dire Chris Moukeni Azara Polonais. Ben voilà, ce sont des trucs à bannir. On ne Voilà. peut pas encourager Voilà. cela. Donc, au nom de la politique, on on n'a ne pas peut les pas contrôles. tout accepter. Non, on On accepte pas devait. tout. Mais On j'ai devait, dit- si on veut devenir une nation, ce sont des choses sur lesquelles on doit essayer de tabler. Sur Mais la ça. politique, c'est aussi des mondes de la diabolisation. Vous le savez. Vous le savez. Nous sommes en politique. C'est un monde où parfois, mais il faut simplement prouver que ce qui est dit est faux. Voilà. Ou peut-être celui qui veut dire quelque chose doit déjà le prouver lui-même et non la personne qu'on accuse. Ce n'est pas la personne qu'on accuse de prouver. Ben, c'est il la faut personne aussi qui aller- accuse de venir avec des preuves aussi. C'est ça. Malheureusement, c'est ça les conséquences de la liberté d'expression parce que lorsque parfois un journaliste, j'ai vu voir parfois, vous criez à l'acharnement, lorsqu'un journaliste attaque un de vos confrères, qui va en justice, on dit ben voilà, il faut étouffer l'affaire. Entre journalistes, on ne s'accuse pas. Mais où est la place de la justice lorsque quelqu'un veut que la vérité soit rétablie et que vous l'empêchez d'aller vers la justice? Donc je crois qu'il y a des questions qui sont forcément, qui doivent forcément être traitées au niveau de la justice lorsque quelqu'un s'est senti lésé. C'est sorti ici, on va terminer en disant, pour recréer la cohésion, d'autres demandent le retour des exilés. S'il y en a, on parle des exilés politiques qui existent. Est-ce que ce sera un bon message, un bon signe de la part du président de la République que de permettre Je le ne crois retour? pas que le régime Tshisekedi a créé des exilés. Oh. Je ne crois pas. Vous êtes dans le déni. Non, non, je ne connais aucun exilé. Claudel dans ces Loubaya. régimes. Mais je connais des fugitifs. Des gens qui ont fui d'eux-mêmes. Parce qu'ils ont peur de la justice. Parce qu'ils ont des dossiers avec la justice, ils ont été... Vous savez, Claudel Loubaya, par exemple, il a quel dossier avec la ben, je ne sais pas. Bah alors, c'est pas un fugitif. Mais pourquoi tu les traites d'exilés? Mais Vous s'il avez- rentre vous avez- ici, vous allez l'arrêter. Est-ce En que fait, vous avez pas vu, vous, le Madame Élisée, je vais vous faire rire. Vous avez vu une image de Papa Molière qui avait dit qu'il était parti en exil? Vous avez vu ça? Il a dit qu'il était en exil. Est-ce que vous savez que Molière était revenu au Congo encore lui-même? Quelqu'un qui va en exil et qui revient. Et mais de là où il était, il avait dit qu'il est parti en exil. Donc, moi je ne crois pas. Je dis parfois c'est simplement de la surenchère politique, des gens qui voudraient, connaissez encore l'histoire de la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que la vache, vous connaissez l'histoire. Donc, les politiciens parfois, pour exprimer leur frustration, ils montent des dossiers qu'ils veulent. Quelqu'un comme Jean-Jacques Mamba, vous pouvez le considérer comme un exilé? Il a quitté le Congo, il prend l'avion à l'aéroport de Djili, il s'en va. Mais comment est-ce que... Moi je dis, comment sont-ils sortis du pays ces gens qui se considèrent exilés? Quelqu'un qui prend un avion à l'aéroport de Djili, il passe l'immigration, on vérifie son passeport, on scanne son passeport, il passe, on vérifie ses bagages, il entre, il embarque dans un avion, il s'en va, il dit il est en exil. Non, pas du tout. Posez la question à ceux qui ont connu les vrais exils, comment ils ont quitté les pays. Ils n'ont pas quitté les pays par la frontière normale, pas du tout. Donc, il n'y a pas d'exilés politiques ici. Je n'en connais pas. Les prisonniers politiques, il y en a. On parle de Jean-Marc Abound, on parle de Mike Mkebai, on parle quand même de ces prisonniers-là. C'est eux qui se considèrent comme des prisonniers politiques. Vous savez, le problème avec l'homme politique, c'est quoi? C'est que Chris Moukeni peut être interpellé au parquet pour n'avoir pas payé pendant 10 mois son loyer et mon bailleur m'amène devant la justice et on m'arrête, je suis en prison. Mais puisque je suis un acteur politique, je vais passer ça pour un emprisonnement politique. Chris Moukeni a été arrêté. Non, ce qui n'est Quel pas le direz-vous? cas avec Jean-Marc Abound Quel ou direz-vous? encore... Non, je dis simplement que toutes les arrestations des acteurs politiques, parce qu'ils sont aussi soumis au droit commun, il ne faut pas les prendre toujours pour des procès politiques. Pas du tout. Il y a des gens qui se sont retrouvés en prison parce qu'ils ont violé. Moi, j'en connais. Mais ils vous ont présenté la thèse qu'ils étaient prisonniers politiques, alors qu'en réalité, c'était des violeurs, des mineurs. Donc voilà. Donc, il revient à ces personnes-là de prouver qu'ils sont prisonniers politiques. Kabound, il a proféré des allégations contre les chefs de l'État. On lui avait demandé de les prouver, chose qu'il n'a jamais eu à faire. Voilà. Pour les autres, bon, je pense que chacun sait pourquoi il s'est retrouvé en prison. Donc, il n'y a pas de mesure de décrispation de la Mais le crise. chef de l'État avait signé une ordonnance pour accorder la grâce présidentielle à certains. Je crois que cette ordonnance va entrer
en vigueur. C'est déjà entré en vigueur, mais je crois qu'il y a des cas qui sont à l'examen au niveau du ministère de la Justice. J'ai entendu dire que Kabound sera libéré. Donc, voilà. Donc voilà, on attend, on est dans la fièvre, on se prépare lentement mais sûrement pour ce qui est de plus en plus évident, c'est-à-dire en route vers un énième dialogue ici en République démocratique du Congo. Dans quel état d'esprit devons-nous aller dans ce dialogue, pour quels résultats? Et nous avons essayé d'échanger sur cette thématique avec Chris Mukendi, un mot à la population congolaise au regard de la situation qui sévit ici au pays, et nous allons terminer par là. À la population, je voudrais demander de la vigilance. Le Congo a 9 frontières et je crois que l'ennemi s'est très bien organisé pour nous infiltrer de tous côtés. À la population, lorsque vous découvrez des nouvelles habitudes dans le quartier, de nouveaux personnages que vous n'avez jamais vus, essayez d'être assez vigilant. Et éviter la stigmatisation. Hein? Vigilance Voilà. ne veut pas dire stigmatisation. La vigilance quand même, la vigilance. Des mouvements suspects, il faut les dénoncer à la police. Hein? Et je crois que chacun devrait faire la sentinelle en ce moment où le Congo est en tout cas la proie des ennemis de la RDC. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Je remercie les téléspectateurs de plus en plus nombreux à nous suivre. Continuez à vous abonner sur notre chaîne YouTube et continuez à nous suivre sur B1 dans le cadre de votre émission Dites-nous la vérité. Appelez-nous pour vos remarques, écrivez-nous pour vos suggestions. On sera toujours là. On se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt.